Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo et bien des questions-réponses du mercredi ou les amusettes du mercredi. Si ce n'est pas déjà fait, en dessous dans la description, tu as l'ebook offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pour toute la saison. Tu peux aller voir aussi les formations qui sont à venir, que ce soit de l'apithérapie, la transformation du miel, ou devenir apiculteur professionnel, ou se reconvertir. Donc, n'hésite pas à aller voir ça en dessous. Et puis, on va lancer le jingle. Une dernière chose avant que l'on attaque les questions, sache que la Fabrique qui pique recherche des formateurs, que ce soit sur des demi-journées d'initiation ou des stages à la journée. Donc si ça t'intéresse de rejoindre l'équipe de la Fabrique et de rejoindre les autres villes en France qui l'ont déjà fait, comme Orange, Bordeaux, Toulouse ou bien Lille, écoute, je te laisse prendre contact avec nous. Pareil, le lien va être juste en dessous. Et pareil, dans la phase de reconversion et ou de diversification de revenus, si tu veux devenir pro ou semi-pro, on peut t'accompagner aussi à l'ouverture de ta boutique sous la Fabrique qui pique, puisque nous sommes en train d'essaimer. Donc ça sera avec plaisir que tu te joignes à nous. Première question, de MD3736 qui me dit « Bonsoir, je viens de voir aujourd'hui sur mes cadres de hausse de larves de fausse teigne sur une colonie relativement forte tout de même, des abeilles noires. Ça ne change rien. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire rapidement dans l'urgence pour sauver la colonie? Quelle action, traitement? Merci pour votre réponse. Martial. Écoute Martial, sache que concernant la fausse teigne, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement qui existe pour la fausse teigne. Ce qu'il faut que tu fasses, si tu as vu des larves ou des genres de chenilles, bref, peu importe, on va essayer de l'incruster à l'image avec Cody, sache qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Voilà, donc quand tu les vois, faut gratter, désoperculer, les virer de la ruche, tu les laisses à l'extérieur. Et puis c'est une ruche que tu vas garder entre guillemets, j'ai envie de dire sous contrôle. Tu vas repasser dans une semaine et tu vas voir si est-ce qu'il y a à nouveau tout simplement des chenilles ou ce genre de choses, ou des cocons, d'accord? Si c'est des cocons, des chenilles, faut les virer, tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'on les voit, j'ai envie de dire, assez rarement plutôt dans les hausses, on les voit plutôt dans le corps se balader, sauf si tu as une forte infestation. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de particulier. Quand la teigne vient s'installer dans une colonie, c'est que la colonie, entre guillemets, l'a laissé rentrer, ou c'est une colonie qui est en cours de développement. En pleine saison, lorsque tu as des colonies fortes, en général, tu n'as pas de teigne, puisque les abeilles, elles empêchent le papillon de rentrer et de pondre, tout simplement, et ou sinon, elles font le ménage, elles les dégagent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, là, vu qu'en plus on arrive en fin de saison, les colonies vont commencer à se réduire doucement mais sûrement au niveau de la population, tu peux avoir de l'apparition de teigne de temps en temps. Mais bon, pas d'inquiétude, si tes abeilles sont là et qu'elles sont en nombre, elles devraient faire le nécessaire. Deuxième question, de Guy de la Potaudière, si je ne me trompe pas. Écoute, on dira Guy. Première question, sur la vidéo, ajoute une deuxième hausse au-dessus ou en dessous, et avec les cires naturelles, qui me demande, après l'ajout de la seconde hausse, est-ce que sur une année, on peut avoir le temps de rajouter une troisième hausse? Et deuxième question, comment expliquez-vous que les fourmis ne viennent pas voler le miel dans la ruche? Dans la première question, est-ce qu'on a le temps de rajouter 3 hausses sur la saison? Oui, potentiellement, tu peux même rajouter 4 hausses, j'ai envie de dire, si différents paramètres sont alignés, c'est-à-dire une colonie forte, de très fortes ressources de nourriture à proximité, comme des mielés d'acacia, tilleuls, châtaigniers, et une super météo. Voilà, si les 3 paramètres sont là, et quatrième, désolé, pas d'essaimage aussi, puisque si tu as un essaimage, ça va être compliqué. Mais si les différents paramètres sont alignés, potentiellement, tu peux mettre 2 hausses, 3 hausses, voire 4 hausses en fonction déjà sur ça. Et après, il y a le deuxième cas de figure, si dans
tu ne souhaites pas faire plusieurs récoltes, mais ne faire qu'une seule récolte sur toute ta saison, bah, tu vas enchaîner les hausses, augmenter les hausses, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors ouais, c'est galère pour vérifier, parce que quand tu viens de taper 3 à 4 hausses à soulever pour aller vérifier le corps de ruche, tout de suite, ça devient compliqué. Mais en tout cas, sache que potentiellement, tu peux aller à 3 hausses. Nous, on l'a fait. Pareil, on va essayer de vous mettre une photo là sur la vidéo. Tu peux potentiellement avoir justement une 3e hausse dessus. La suite de la question était comment est-ce qu'on explique le fait que les fourmis ne viennent pas voler le miel dans la ruche. Bah, c'est que tout simplement, voilà, chacun chez soi, j'ai envie de dire. Les fourmis, elles, en règle générale, elles sont sur le dessus de la ruche, au niveau du couvre-cadre. Voilà, elles viennent se cacher là-dedans. Et les abeilles, en plus, elles viennent propoliser toutes les bordures avec le bois. Donc les fourmis n'ont pas de passage à proprement parler du haut de la ruche pour aller vers l'intérieur de la ruche. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elles passent par le bas. Donc bah, c'est pareil, hein. Après, les abeilles n'aiment pas trop les fourmis, hein, voilà, parce que c'est petit, ça bouge beaucoup, tu vois, hein, quand tu as des fourmis qui tombent du couvre-cadre, tout ça, tout de suite, ça met un peu la pagaille. Bon, bah voilà, si tu as des fourmis qui commencent à monter par le bas de la ruche, les gardiennes, elles vont faire le nécessaire pour éviter de les laisser rentrer. Donc c'est surtout pour ça que chacun chez soi, les fourmis ne viennent pas manger le miel quand il y a les abeilles encore dans la ruche. 3e question de Claude Lavie 8054 sur la vidéo « Comment multiplier ses hausses facilement en ruche d'Adam ». Il me dit « Bravo Mathieu pour la qualité des infos de cette vidéo. Bah, écoute, je te remercie, elles sont là pour ça. J'ai intercalé dans les hausses d'Adam des cadres avec des amorces entre 2 cadres déjà bâtis. Okay, donc ça, voilà, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Et elles ont construit en mâle sur certains cadres, à peu près 30%. Que dois-je faire? Est-ce qu'elles vont les réutiliser ou est-ce que je dois les faire rebâtir? Merci pour tes conseils, Claude. Alors non, c'est des cadres de hausse. Donc moi, j'ai aussi plein de cadres de hausse qui sont bâtis sur de la taille de cellules de mâle. Okay, et ça ne change absolument rien. Voilà. Si tu as une grille à reine, dans tous les cas, la reine ne va pas monter, tu n'auras pas d'abeille qui va pondre dans les cellules. Donc que ce soit des cellules d'ouvrières ou des cellules de mâle dans les cadres de hausse, il n'y a aucune différence. Donc laisse comme ça, te prends pas la tête, c'est de la cire naturelle, profites-en. Ensuite, ensuite c'est tout. Prochaine question. 4e question, de Alexandre Gélin 4292 qui me dit sur la vidéo Ruche Flow Hive, retour d'expérience, comment ça fonctionne? Bonjour, j'imagine qu'il faut nettoyer la hausse tous les ans. Est-ce facile à faire? Merci. Alors concernant la hausse Flow Hive, c'est comme une hausse standard. Oui, tu peux remettre ta hausse dans le rucher à lécher, okay, donc les abeilles auront fait le nettoyage tout simplement. Et donc il n'y a rien de particulier parce que tu es en Flow Hive ou pas. Et si tu veux au pire sortir le système Flow Hive en plastique pour toi faire un nettoyage autre, okay, tu peux les sortir comme des cadres en fait, hein, tout simplement. Donc il n'y a absolument rien de particulier. La hausse, j'ai envie de dire Flow Hive, c'est un autre système de récolte en fait, de hausse, où il n'y a pas de machine d'extraction, c'est tout. Mais sinon, on est à peu près sur la même base, sur le même principe que sur des cadres standards, voilà, qu'on va récolter puisqu'ils sont perculés. Sauf que là, on ne les passe pas à l'extracteur, les autres, puisque il y a le système d'extraction qui est intégré en fait. Voilà. Mais la pratique et la manipulation ne changent rien. 5e question de Patricia Lomki 2204 qui me dit sur la vidéo comment extraire facilement le miel en varech. Bonjour, pouvez-vous me dire combien de temps le miel met à s'écouler un jour, une nuit? Pour décanter, peut-on mettre dans un gros bocal en verre avec fermeture hermétique si on veut continuer à utiliser les outils de cuisine? Merci pour votre réponse. Alors, combien de temps le miel va s'écouler en cuisine comme ça? J'ai envie de répondre, tout dépend du type de miel que tu vas avoir, parce que si tu as du miel très liquide comme de l'acacia ou du miel de printemps que tu viens, que tu extrais et que tu presses tout de suite, ça va tout de suite très rapidement tomber dans le fond de ton réceptacle, hein, ton maturateur, ou je ne sais pas ce que tu vas utiliser après. Après, si tu utilises, si tu récoltes plutôt. Après, si tu récoltes un miel qui va être un petit peu plus dense, okay, ça mettra un peu plus de temps, mais en moyenne, c'est à peu près ça, c'est à peu près 24 heures à 36 heures, voilà, pour laisser le miel
tomber avec la gravité de façon naturelle, ok, dans le fond de ton bocal, pour bien ensuite le récupérer. Est-ce que tu as besoin de mettre le cadre dans un bocal de façon hermétique et très franchement non, voilà, tu n'as pas besoin. Si ta pièce où tu fais cette extraction, le fait de le presser le miel ou de le laisser comme ça couler, si ta pièce elle n'est pas humide, tu n'as pas besoin de le fermer de façon hermétique, loin de là. Okay, donc faut pas chercher à complexifier la chose. Voilà, si ta pièce d'un point de vue humidité elle est clean et que tu as le nécessaire en matériel, c'est suffisant. Sixième question de Olivier P5168 qui me dit, eh bien, je pense sur la même vidéo. Salut Mathieu, merci pour cette vidéo. Deux questions. Mis à part une récolte plus faible, y a-t-il un inconvénient à mettre un cadre sur deux à bâtir? Et combien d'années peut-on conserver des cadres de hausse? Merci. Eh bien, est-ce que tu auras moins de récoltes? Pas forcément, parce que de toute façon, il y a bien un moment donné où il faut que tu fasses construire des cadres pour avoir des cadres bâtis dans tes hausses. Et en plus, on ne peut pas aller contre nature et l'abeille, elle a forcément envie de bâtir. Okay, donc, si tu donnes du travail d'abeille aux bâtisseuses, eh bien, c'est un risque d'essaimage en moins que tu auras. Okay, donc, il ne faut pas hésiter justement à mettre des cadres à bâtir, ce qui en plus te permet d'augmenter ton nombre de hausses assez rapidement. Je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite récemment là-dessus. Et combien de temps va durer un cadre de hausse? J'ai envie de te dire, tout dépend de est-ce qu'à un moment la teigne vient squatter le cadre, est-ce que les abeilles viennent pondre dans le cadre, est-ce que voilà. Mais sinon, un cadre de hausse, très franchement, moi j'en ai, ils ont 6 ans, 7 ans, voilà, parce qu'ils sont encore très propres, voilà, le bois est propre, la cire est propre, il n'y a que du miel dedans, donc voilà. 7 ans, 8 ans, en fonction de comment tu les stockes, en fonction de est-ce qu'ils sont propres, est-ce que tu n'as pas des insectes dedans, des rongeurs qui y sont allés, de la teigne qui est venue squatter. Voilà, c'est tout ça en fait le paramètre. Donc après, tant que tes cadres sont propres visuellement parlant, tu peux les garder relativement longtemps, tes cadres bâtis. Septième question de user FL7CP9IR1C. Bon, va falloir mettre un nom plus simple la prochaine fois parce que là c'est chaud à dire. Bonjour et merci pour tes vidéos. Quand penses-tu traiter contre le varroa? Avec quel produit? Merci d'avance. Eh bien, quand est-ce que je pense traiter le varroa? Je vais traiter, là, au moment où je fais la vidéo, on est fin juillet, c'est maintenant, ok? C'est maintenant qu'il faut commencer à traiter. Moi, je traite avec différents produits en fonction des années et en fonction de la saison, mais je reste toujours sur une gamme de traitements bio, ok? Ça peut être aussi bien du Timovar, du Varromed, de l'Oxybi, voilà, toute cette gamme, en fait, de traitements classés bio, en fait, ou autorisés, du moins, en apiculture biologique. Moi, je vais traiter avec ces traitements-là. Là, je pense, maintenant, traiter au Varromed, ok? Et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet de l'hivernage, mais l'hivernage, il commence à s'attaquer maintenant. Okay, donc il ne faut pas attendre septembre ou octobre pour faire un hivernage parce que c'est beaucoup trop tard. Les pics de varroa sont à leur maximum dans les ruches à cette période-là. Donc il faut vraiment le faire avant qu'on ait une grosse chute de population et que tous les varrois se jettent sur le peu d'abeilles restant dans la ruche pour l'hiver et qu'elles infestent la colonie. Okay, donc voilà, retirez les hausses de façon un petit peu plus précoce ou tôt en saison, j'ai envie de dire. Limite, vous en remettez après les traitements, voilà, si vous avez une mielée qui arrive début septembre, mais il faut traiter déjà maintenant. Huitième question, de Manwork2409. Les cadres de hausse avec amorce de cire ne posent-ils pas de problème lors du passage à l'extracteur? Alors écoute, non, personnellement, moi je fais quasiment que ça. J'ai même aussi des cadres où j'ai pas du tout d'amorce, voilà, les cadres écologiques d'Adam. Et donc ça passe très bien, voilà, du moment que ton cadre est entièrement bâti, voilà. Ça passe à l'extracteur, voilà, ça ne change rien, cire gaufrée, pas cire gaufrée. Du moment que ton cadre est plein, ça passe. Voilà. Après, j'ai pas remarqué qu'un cadre juste avec une amorce ou un cadre avec une feuille de cire gaufrée cassait plus que les autres. Loin de là, y a pas de, moi je n'ai pas constaté de différence particulière par rapport à ça.
Neuvième question de Florence Sor, 8938, qui me pose la question sur la vidéo comment multiplier ses hausses facilement en ruche d'Adam, qui me dit pas de cadre à jambage, pardon, point d'interrogation. Alors, je ne mets pas de cadre à jambage dans les hausses, puisque les cadres à jambage sont actuellement sur le marché réservés que pour le corps de la ruche, ok, et pas pour, pas pour les hausses, tout simplement. Après, moi, comme je disais sur la question d'avant, ce que je vais utiliser, moi, dans les hausses, ça va être des cadres filés, des cadres avec des amorces, des cadres écologiques d'Adam, ok, et ça peut m'arriver, si besoin, de créer une nouvelle hausse, de mettre une feuille de cire gaufrée des fois, voilà, potentiellement, pour alterner. Mais en tout cas, pas de cadre à jambage, en tout cas, actuellement, sur le marché, pour pouvoir en mettre dans les hausses. 10e question de Alex Agri 30 qui me dit « J'ai une question pour vous, combien coûte un essaim d'abeilles? Merci ». Alors, combien coûte un essaim d'abeilles? Question assez difficile. Pourquoi? Parce que tout dépend de ta région, du type d'essaim. Est-ce que c'est un essaim hiverné ou un essaim de saison? Chez qui tu vas l'acheter? Est-ce que c'est un particulier, un apiculteur plutôt familial, ou est-ce que ça va être un apiculteur professionnel, un sélectionneur, ok, et aussi potentiellement la race de l'abeille. Voilà, si tu vas sur de la buckfast, de la caucasienne, de l'abeille noire, enfin voilà, il y a différents paramètres. Mais en gros, pour les essaims les moins chers que tu vas trouver, de façon, on va dire, plutôt apiculture familiale, quelqu'un qui se débarrasse d'un essaim ou deux, sans sélection génétique, sans contrôle, bon voilà, tu vas tourner en général, tu les vois autour de 75 €, ces essaims-là, à minima, ok, et aussi en fonction de la région en France aussi, j'ai envie de dire, où tu vas être situé, puisque dans les grandes villes, forcément, ça va être un petit peu plus cher que les essaims à la campagne, voilà. En tout cas, voilà, tu vas commencer plutôt autour de 75 €, moins cher, on va dire, que tu puisses trouver sur Internet, Le Bon Coin, ou je ne sais pas où, ou sur des groupes spéciaux apiculture, voilà. Et pour les plus chers, tu vas pouvoir monter même à plus de 200 €. Voilà, plus de 200 €, 250 €, tu peux trouver des essaims parce que le modèle de ruche fait que c'est un type de ruche particulier avec un essaim particulier, et peut-être aussi parce que c'est un essaim avec de l'abeille sélectionnée à l'intérieur, ce qui fait que tu payes un travail, une sélection, une génétique, tu payes aussi le nom d'un apiculteur chez qui tu vas l'acheter. Voilà, donc il y a cette palette assez large en fonction des différents critères que je viens de te donner. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager. Je te rappelle qu'en dessous, dans la description, tu as l'e-book et les différentes formations. Et aussi, si tu veux rejoindre l'équipe potentiellement de la Fabrique Hippique, que ce soit pour les initiations, les stages ou potentiellement sur une ouverture de point de vente pour toi, n'hésite pas à nous contacter, à regarder ça en dessous. Et puis, quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.